regardez Al 24 News, madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité de ce jeudi 15 septembre. À peine investi, le nouveau président kényan William Ruto est au cœur d'une polémique que le Maroc a provoquée et qu'il continue d'alimenter. Pour faire de l'ombre au Sahara occidental, après que le Kenya ait déroulé le tapis rouge à Brahim Ghali, le président sahraoui qui était aujourd'hui en Angola pour l'investiture du président Lourenço. Vladimir Poutine rencontre Xi Jinping en Ouzbékistan. Moscou et Pékin se disent prêts à coopérer pour assurer l'approfondissement de leur coopération économique bilatérale. Entrée en vigueur d'une trêve entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, deux pays en conflit autour de la région du Haut-Karabakh. Et puis Washington réitère son soutien militaire à Taïwan et prévoit une aide directe de près de 4,5 milliards de dollars. Un mois et demi nous sépare du 31e sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre prochains à Alger. À cette occasion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé plusieurs invitations officielles aux différents dirigeants arabes. Dernière en date, celle adressée à Sa Majesté le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, remise au nom du président Tebboune par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est lui aussi chargé par le président Tebboune de remettre des invitations officielles en prévision du sommet d'Alger. Abdelrachid Tabbi a été reçu ce jeudi à Amman par le roi de Jordanie, Abdallah II, à qui il a remis la lettre d'invitation que lui a adressée son frère, le président Tebboune, pour participer aux travaux du sommet arabe. Il lui a également transmis les salutations du président algérien ainsi que sa volonté de renforcer la concertation et la coordination politique entre l'Algérie et le royaume hachémite de Jordanie et de promouvoir les relations de coopération bilatérale dans tous les domaines au mieux des intérêts des deux pays et des deux peuples frères. Et le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El Menfi, est lui aussi convié à cet événement majeur organisé par l'Algérie. Son invitation officielle lui a été remise par le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, ce jeudi à Tripoli, où il s'est rendu en sa qualité d'envoyé spécial du président Tebboune. Brahim Merad qui a également remis à Tunis son invitation au président tunisien Kais Saïed. Et de son côté, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, a présidé ce jeudi à Alger la cérémonie d'installation du nouveau secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Amar Belani, en remplacement de Rachid Chekib Qaïd, appelé à d'autres fonctions. Ramtan Lamamra s'est justement exprimé sur la tenue du sommet d'Alger les 1er et 2 novembre. On l'écoute. À la veille du sommet arabe prévu à Alger dans sa 31e édition, beaucoup d'efforts ont été déployés, que ce soit de la part du président de la République ou de ses émissaires pour les pays arabes. La rencontre d'Oran pour la société civile, vous l'aurez constaté, a connu un grand succès. C'est une première dans l'histoire de la Ligue arabe. Lamamra s'est donc félicité de l'organisation à Oran du Forum arabe qu'il a qualifié de réussite avant d'annoncer une rencontre prochaine entre les factions palestiniennes. Celle-ci précédera le sommet arabe. Beaucoup d'efforts diplomatiques ont été déployés par l'Algérie pour réunir nos frères palestiniens et renforcer l'unité du peuple frère par l'organisation prochaine d'une rencontre. Celle-ci précédera le rendez-vous du sommet arabe à Alger
Elle contribuera à la réunification et préparer le terrain qui supportera le sommet arabe et fera de ce sommet une nouvelle lancée pour une coopération arabe commune. Le chef de la diplomatie algérienne a également rappelé qu'au vu des derniers développements que connaît le monde, nous devons rester vigilants. À l'ombre de ces changements et de ces développements, la diplomatie algérienne impose de faire une évaluation sur ses répercussions sur l'Algérie. Et à la veille du sommet d'Alger, il est important de créer une dynamique visant à soutenir et à renforcer les liens intergénérationnels et surtout l'action arabe commune. C'était justement l'objectif des travaux du premier forum arabe de la société civile organisé par l'Observatoire algérien de la société civile, des travaux qui se sont achevés hier à Oran. Sofiane Baroudi. Le forum arabe de la société civile a clos ses travaux par la publication de l'appel d'Oran. Des propositions et des recommandations ont été élaborées par les participants qui ont exprimé une grande satisfaction sur la qualité des débats et l'atmosphère démocratique dans laquelle s'est déroulé cet événement, premier du nom. J'ai eu l'honneur de lire l'appel des participants au premier forum arabe de la société civile dans une dynamique intergénérationnelle et pour le soutien de l'action arabe commune. En vérité, je suis très contente et satisfaite d'avoir participé à cette initiative. Je remercie à cette occasion le Forum algérien de la société civile pour son organisation remarquable de l'événement. L'appel d'Oran que nous avons publié contient sous forme de recommandations la conclusion de la somme des travaux engagés dans ce forum arabe de la société civile. Une série de suggestions et de propositions ont émané des différentes sessions qui ont examiné plusieurs thèmes névralgiques pour le futur de l'action arabe commune, à l'instar de la sécurité alimentaire et énergétique, mise à rude épreuve dans une conjoncture marquée par l'émergence de grands défis. Ces suggestions seront portées aux dirigeants des États de la région qui se réuniront à Alger à l'occasion du sommet arabe qui sera célébré le 1er novembre prochain. La question de la réforme, plusieurs États, dont l'Algérie par exemple, qui a demandé la réforme de la charte de la Ligue arabe, qui a demandé à ce qu'il y ait aussi un secrétaire général tournant et aussi d'autres États qui soutiennent cette proposition. Les participants ont également exprimé une grande satisfaction par rapport à l'initiative et à la qualité des débats. Ils ont également tenu à remercier vivement les efforts de l'Algérie qui aspire à créer les conditions de l'unité dans un esprit de solidarité et de fraternité. La recommandation principale est la création d'un observatoire arabe de la société civile, inspiré de l'expérience algérienne. L'objectif stratégique étant le soutien de l'action de la société civile et sa promotion au rang de partenaire dans la perspective de l'élaboration des politiques publiques dans la sphère nationale et régionale. Ceci à travers la mise en place de mécanismes qui permettent la jonction des efforts dans un cadre participatif et dans un esprit de réforme profonde. Il y a quand même déjà un climat de débat très démocratique. Les conférenciers et les personnes présentes ont tous et toutes salué déjà cette décision de créer l'Observatoire, qui est une nouveauté dans le monde arabe, mais aussi ce dynamisme de notre société civile qui augure d'une nouvelle ère démocratique dans notre pays. La cause palestinienne était bien sûr au centre des préoccupations. À ce propos, la délégation palestinienne a publié une déclaration remerciant les efforts de l'État algérien et de la société civile dans le soutien sans faille à la cause historique du monde arabe. La déclaration a appelé le groupe arabe aux Nations Unies à appuyer les droits légitimes du peuple palestinien et à soutenir l'accession de plein droit de l'État de Palestine à l'institution internationale. Relations algéro-mauritaniennes, c'est en tout et pour tout 26 ans de collaboration dans plusieurs domaines. Alger entend peaufiner cette relation avec Nouakchott avec une stratégie sécuritaire de déploiement en Afrique à cause des foyers de tension qui prévalent dans la région du Sahel, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest, sans parler du problème marocain. Karim Bouaziz. Diplomatiquement parlant, Nouakchott et Alger convolent, d'après les conclusions et autres accords paraphés lors de la dernière commission mixte de collaboration. Une coopération ascendante à en croire déjà les exportations de produits algériens vers la Mauritanie, sans parler de la réalisation en grande cadence des postes frontaliers durant l'année écoulée. Ce sont à peu près 10 000 tonnes de produits algériens lesquels ont trouvé preneur de ce côté ouest de la frontière cette année. Ce qui dénote que les pans économiques et commerciaux ne cessent de se renforcer
via les points de passage frontaliers entre l'Algérie et la Mauritanie, comme celui de Mustapha Ben Boulaïd, sans parler de la route stratégique Tindouf-Zouiret. Relation cruciale donc pour les deux partenaires. En plus de renforcer une présence pour Alger, il s'agit dans un second temps d'atteindre surtout le versant ouest africain via la Mauritanie. Au plan économique, bien sûr, mais pas que, le fond demeure surtout géostratégique et sécuritaire. Une profondeur africaine qui a été trop longtemps délaissée par Alger durant presque 2 décennies, voire plus. Chose révolue désormais d'après le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. En effet, les foyers de tension surgis ces derniers temps non loin des frontières ont été un incubateur, lequel a poussé les responsables algériens à repenser une stratégie répondant aux contingences du moment. L'approche stratégique sécuritaire mais aussi économique dans le but de se prémunir des dangers qui enquistent la région du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi d'amener le pion aux Marocains de ce côté du continent qui a été une source de développement pour eux. En effet, l'Afrique de l'Ouest est devenue le nouvel Eldorado pour les entreprises marocaines. À noter que le Maroc a demandé l'adhésion à la CEDEAO, Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, en juin dernier. Tout ceci donc qui contribue à une nouvelle cartographie de cette partie du continent qui ne pouvait laisser Alger les bras croisés. Nous le disions en titre, la polémique autour du tweet du président kényan fait toujours couler de l'encre des médias marocains qui persistent à voir le mal là où il n'est pas. William Ruto a réaffirmé la position de son pays concernant la question sahraoui et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Retour sur cette affaire avec Leïla Gertal. L'investiture de William Ruto n'a pas été sans secousse diplomatique ou des impairs politiques qui ont suscité la polémique puisque très vite relayée par les réseaux sociaux. Tout a commencé avec l'accueil en grande pompe et déploiement du tapis rouge au président sahraoui Brahim Ghali par le président kényan William Ruto. Ce même accueil a été cependant réservé aux hôtes venus pour la cérémonie d'investiture du président kényan. Le hic a commencé lorsque le ministre des Affaires étrangères marocain, porteur d'un message de son roi, a été reçu par William Ruto. Il semblerait que quelques heures après, le président en question aurait tweeté que son pays ne reconnaissait pas le Front Polisario. Le Merzen ne ratant pas cette occasion en or qui s'offrait à lui, s'en est fait immédiatement le relais, sauf que ce n'était qu'une question de minutes pour que le message disparaisse. S'en est suivi donc une polémique des plus prévisibles. Rabat s'est transformé en rabat-joie. Toutes les cérémonies auxquelles elle est conviée se transforment en théâtre de polémiques et de controverses. La même situation inconfortable imposée en Tunisie lors du sommet du TICAD-8. Mettant ainsi les chefs d'État dans la gêne où de plus ils devaient s'expliquer sur leur position comme s'ils étaient redevables au Maroc de leur décision souveraine. Au fait, si c'est la présence du président de la RASD qui pose problème, cela peut s'expliquer, mais que ce problème se transpose et s'impose aux pays de la région, cela par contre a du mal à être expliqué. Il semblerait que le Maroc a du mal à se faire aux nouvelles réalités, à savoir celle de faire avec la présence sahraoui dans les instances africaines et de composer avec à sa tête son président Brahim Ghali jusqu'à ce que le problème soit réglé conformément au droit international. Un respect rappelé et appuyé par le président kényan William Ruto en personne. Et après Nairobi, le président sahraoui Brahim Ghali s'est rendu à Luanda ce jeudi pour assister à l'investiture du président angolais João Lourenço, reconduit à la tête du pays après la victoire serrée de son parti aux législatives d'août dernier. Il s'agit du scrutin le plus disputé de l'histoire de ce pays où il n'y a pas d'élection présidentielle, on le rappelle. C'est la tête de liste du parti vainqueur aux législatives qui devient automatiquement chef de l'État. L'Observatoire international Western Sahara Resource Watch a exhorté l'Organisation des Nations Unies à mettre les ressources naturelles du territoire sahraoui sous administration internationale. Dans sa demande, l'organisme sahraoui est revenu sur le phénomène du pillage des ressources par l'occupant marocain Amin Toutah. Dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'Observatoire international Western Sahara Resource Watch a appelé l'ONU à mettre sous administration internationale les ressources naturelles du Sahara occidental, illégalement exploitées.
L'Observatoire réclame ce statut du moment que le conflit au Sahara occidental n'est pas résolu en vertu de la législation internationale. Dans la même lettre, la partie sahraoui a qualifié ce système d'exploitation marocain des ressources sahraouis comme une occupation illégale et une privation du peuple du Sahara occidental de ses propres ressources. L'organisation a demandé au secrétaire général onusien de prendre en considération le constat de pillage des ressources d'un territoire non autonome qui relève du processus de décolonisation et que la situation ne se résume pas uniquement au fait que le royaume continue d'entreprendre des investissements dans les zones occupées. Cette nouvelle lettre intervient dans un contexte d'alerte lancé dernièrement par une association environnementale sahraoui sur le pillage du phosphate au cours du deuxième trimestre 2022. Appelant les entreprises concernées à se conformer au droit international et à assumer leurs responsabilités. Un aspect économique indissociable du principe d'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental et dont la législation internationale le stipule explicitement conformément aux résolutions onusiennes. Et à propos du peuple sahraoui, le quotidien français L'Humanité a consacré un article à la militante sahraoui Sultana Khaya, une figure de la résistance à l'occupation marocaine. Dans cet article paru hier mercredi sous le titre Sultana Khaya, le souffle de la liberté du peuple sahraoui, le journal est revenu sur la participation de la militante du droit à l'autodétermination au Sahara occidental à la 87e édition de la Fête de l'Humanité, un événement culturel mais aussi politique organisé du 9 au 11 septembre en Essonne. La Cisjordanie en proie à de vives tensions ces derniers mois. Ce jeudi, un jeune Palestinien a été tué lors de nouveaux heurts avec l'armée sioniste. Uday Salah, âgé de 17 ans, a été tué d'un tir à la tête lors d'une opération dans le village de Kafrdan, situé à proximité de Jénine. Des centaines de personnes ont assisté à ses obsèques. Sur fond de tension avec l'Occident, Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont réunis aujourd'hui en Ouzbékistan à l'occasion du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Moscou et Pékin se disent prêts à coopérer pour assurer l'approfondissement à long terme de la coopération économique bilatérale. Mohamed Wali Ben Chaban. D'ici la fin de l'exercice en cours, le volume des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine devrait atteindre un nouveau record et dépasser à l'avenir la barre de 200 milliards de dollars. Face à la crise ukrainienne, Moscou apprécie la position équilibrée de Pékin. Nous apprécions hautement la position équilibrée de nos amis chinois en ce qui concerne la crise ukrainienne. Nous comprenons vos questions et vos inquiétudes à ce sujet. Au cours de la réunion d'aujourd'hui, nous expliquerons bien sûr notre position. La coopération bilatérale entre la Russie et la Chine se développe de jour en jour. Les échanges commerciaux ont augmenté de 35% et ont dépassé les 140 milliards de dollars au cours des 7 premiers mois de 2022. En dépit d'une situation géopolitique complexe, les relations entre les deux pays ont maintenu une bonne dynamique de développement. Face à un monde, une époque et une histoire en constante évolution, la Chine est prête à faire des efforts avec la Russie pour assumer le rôle de grande puissance et jouer un rôle de guide pour apporter stabilité et énergie positive dans un monde secoué par les troubles sociaux. Il convient de noter que la Chine est devenue le plus grand importateur de produits énergétiques russes, dépassant ainsi l'Allemagne. Rappelons que l'Union européenne a réduit ses importations d'énergie en provenance de la Russie de plus de 104 millions de dollars par jour. Toujours en Ouzbékistan, le président russe s'est également entretenu avec son homologue iranien Ebrahim Raïssi et est revenu sur la coopération entre les deux pays sanctionnés par les États-Unis. Celle-ci les rendra plus forts selon lui. Les Américains pensent que quel que soit le pays auquel ils imposent des sanctions, il sera stoppé. Leur perception est fausse. Les relations entre les pays qui sont sanctionnés par les États-Unis, comme l'Iran, la Russie ou d'autres pays, peuvent surmonter de nombreux problèmes et questions et les rendent plus forts.
Et puis sur le plan bilatéral, Vladimir Poutine a salué le développement positif de la relation entre la Russie et l'Iran, une coopération qui se développe de manière positive. Les relations entre la Russie et l'Iran se développent sur tous les vecteurs qui se sont formés au cours des années précédentes. Nous faisons tout pour que l'Iran devienne un membre à part entière de l'OCS. Dans la phase finale, les travaux porteront sur un nouveau grand traité entre la Russie et l'Iran qui marquera la sortie des relations au niveau du partenariat stratégique. Les tensions persistent entre le Kirghizistan et le Tadjikistan. Au moins 2 gardes-frontières kirghizes ont été blessés dans un échange de tirs à la frontière contestée entre les 2 pays d'Afrique centrale. Le Tadjikistan, pour l'heure, n'a pas fourni de bilan des incidents. Les 2 camps ont indiqué que des pourparlers entre représentants des gardes-frontières étaient en cours pour mettre fin aux tirs. Et après 2 jours d'affrontements frontaliers meurtriers, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, en conflit autour de la région du Haut-Karabakh, auraient décidé, sous l'égide de la Russie, d'une trêve. Iman Merad nous en parle. Après 2 jours d'affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la trêve a été honorée ce jeudi à la frontière de ces 2 pays du Caucase. Affrontement qui a engendré plus de 150 morts, mettant en péril un processus de paix déjà fragile. Selon le Conseil de sécurité nationale arménien, les affrontements ont pris fin dans la nuit de mercredi à jeudi, et ce, grâce à l'implication de la communauté internationale. Moscou, le médiateur traditionnel dans cette région, avait annoncé une trêve dès mardi matin, un cessez-le-feu non respecté pendant 2 jours, les 2 camps s'accusant mutuellement de bombardements. Mercredi, l'Arménie a indiqué avoir perdu 105 militaires et a accusé l'Azerbaïdjan d'avoir occupé une parcelle de 10 km² sur son territoire. Bakou, de son côté, a annoncé une perte de 50 soldats dans ses rangs. Les 2 pays se rejettent la responsabilité de ces affrontements qui ont poussé des centaines de civils arméniens vivant dans la zone frontalière à fuir. Les relations entre les 2 pays d'ex-républiques soviétiques sont historiquement compliquées. Avant la guerre en 2020, les 2 pays s'étaient déjà affrontés dans les années 90 pour le Nagorno-Karabakh, un conflit qui a fait plus de 30 000 morts. Et les ministres du commerce du G7 réunis en Allemagne ont annoncé vouloir accroître leurs efforts pour empêcher la Russie de profiter économiquement de la guerre en Ukraine. Ils ont également promis de mettre fin à la naïveté commerciale vis-à-vis de la Chine. Par ailleurs, le ministre allemand de l'économie Robert Habeck a annoncé la volonté du G7 de créer un mécanisme financier destiné à réunir des fonds privés et publics pour la reconstruction de l'Ukraine. Il s'agit de créer un cadre financier qui rassemble également des capitaux privés et qui garantisse que l'argent puisse être dirigé vers l'Ukraine. Ensuite, nous voulons suivre l'évolution de l'économie dans son ensemble, nous concerter, relier entre elles nos chambres de commerce extérieures et mettre en place une sorte de cartographie ou de programme de suivi, de sorte que les entreprises reçoivent effectivement une aide lorsqu'elles souhaitent investir en Ukraine. Ursula von der Leyen à Kiev pour une visite destinée à faire avancer le processus d'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Selon la présidente de la Commission européenne, les discussions porteront sur la manière de rapprocher les économies et les populations au moment où l'Ukraine avance vers l'accession à l'Union. Les Européens avaient entériné en juin dernier la candidature de l'Ukraine qui ambitionne également de rejoindre l'OTAN, ce qui est perçu comme une menace existentielle pour Moscou. Et la France ainsi que l'Europe s'apprêtent à vivre la pire crise énergétique depuis les années 70. Paris tente tant bien que mal de gérer sa consommation et mise sur la sobriété, mais aussi la solidarité européenne, un point sur lequel est justement revenue la ministre française de la Transition énergétique. Compte tenu du volume d'électricité et de gaz sur lequel on peut compter, dans les cas d'hiver normaux, classiques, avec le plan sobriété et la solidarité européenne, nous devrions a priori ne pas avoir à faire face à des mesures contraignantes. Et dans des cas d'hiver très froids,
il est possible de passer à condition effectivement de pouvoir compter au maximum sur la sobriété et sur la solidarité européenne, c'est-à-dire ces interconnexions électriques qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir compter sur l'électricité qui vient d'Allemagne, sur l'électricité qui vient de Belgique, qui vient d'Espagne et qui vient du Royaume-Uni, pour ne citer que ces pays. En Suède, un bloc inédit réunissant la droite mais aussi l'extrême droite a remporté de justesse les élections législatives, chassant du pouvoir la gauche aux commandes depuis 8 ans. Au terme d'une dernière journée de comptage du scrutin, la première ministre sortante, la social-démocrate Magdalena Andersson, a reconnu la défaite de son camp. Elle a également annoncé sa démission effective dès aujourd'hui. J'ai répondu au président de la Chambre et soumis ma demande de démission du poste de Première ministre. Et cela suppose que je vais maintenant mener un gouvernement de transition jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit formé. Et maintenant, c'est au Parlement et au président de la Chambre de mener le processus pour que la Suède ait un nouveau gouvernement. J'ai aussi informé le président de la Chambre que si les modérés ont d'autres pensées et sont prêts à coopérer avec moi au lieu des démocrates de Suède, ma porte est ouverte à Ulf Kristersson. Je l'ai dit avant les élections et c'est aussi valable après les élections. Mais je vais maintenant agir pour que nous ayons une transition harmonieuse du pouvoir et ce processus est déjà en cours. Les États-Unis réitèrent leur soutien militaire à Taïwan. Un projet de loi adopté hier par la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain prévoit une aide militaire directe à Taïwan de près de 4,5 milliards de dollars sur 4 ans, sous l'œil contrarié de Pékin. Safwan Ben Sabri. Le bras de fer continue entre Pékin et Washington, et au cœur de ce duel à distance entre les deux puissances du début du XXIe siècle, il y a l'île de Taïwan. La Commission des Affaires étrangères du Sénat américain prévoit une aide militaire directe à Taïwan s'étalant sur 4 ans d'un montant de 4,5 milliards de dollars. Le projet ne s'arrête pas à l'aide militaire, il exige du locataire de la Maison-Blanche de mettre en place des sanctions contre les institutions financières chinoises en représailles contre tout acte hostile envers Taïwan. Dans l'impossibilité d'intégrer Taïwan à l'OTAN risquant une crise mondiale, le Congrès souhaite néanmoins accorder à l'île le statut d'allié majeur de l'OTAN. La Chine s'est empressée de répondre aux manœuvres américaines jugées hostiles par Pékin. La loi sur la politique de Taïwan viole gravement l'engagement des États-Unis envers la Chine sur la question de Taïwan, enfreint le principe d'une seule Chine et envoie un mauvais signal aux forces séparatistes indépendantistes de Taïwan. La Chine s'y oppose fermement et a fait des démarches solennelles auprès des États-Unis. Mais malgré les protestations de Pékin, Washington persiste et signe dans sa politique de containment impulsée sous le mandat d'Obama. Ce nouveau projet de loi s'ajoute à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan début août et à la vente de 1,1 milliard de dollars d'armes déjà actées entre les États-Unis et Taïwan. L'île de Taïwan cristallise les tensions constantes entre la puissance montante qu'est la Chine et les États-Unis, désireux de garder une influence désormais déclinante. Et après 2 décennies au sommet du tennis mondial, la légende suisse Roger Federer annonce sa retraite à l'âge de 41 ans. Je connais les capacités et les limites de mon corps. Le message qu'il m'a adressé dernièrement est clair, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, annonçant tout de même qu'il jouera une dernière fois lors de la Laver Cup du 23 au 25 septembre. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. À demain 19h.